Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Le dossier est nickel ce matin puisque vous recevez le directeur général de la SLN. Jérôme Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. On va évidemment parler de ce fameux accord sur le nickel en préparation. Les inspecteurs et les experts de l'IGF arrivent sur le territoire pour un nouveau round de discussion. Mais avant cela, peut-être parlons de cette année 2023 à la SLN. C'est l'heure des bilans, évidemment, dans des conditions que l'on sait compliquées. Quel bilan vous tirez de l'activité de la SLN en 2023 sur les différents aspects de l'activité ? Alors une année, je dirais, très nuancée, marquée d'une part par un retour à la performance opérationnelle intrinsèque, donc ça c'est très positif, avec de très bonnes performances et même un deuxième semestre exceptionnel, mais dans un contexte externe et un marché qui s'est effondré, donc une année très, très nuancée. Sur les performances opérationnelles, donc la sécurité, on est sur les meilleurs résultats historiques de la SLN, 26 accidents du travail chez nous et nos sous-traitants qui travaillent avec nous quotidiennement, c'est 26 de trop, mais c'est la meilleure performance et c'est une baisse de 40% par rapport à l'an dernier. Production minière historique en manipulé extrait, en minerai. On fait 3 millions de tonnes pour notre usine de Dogny-en-Beau, c'est un niveau qui correspond à un fonctionnement nominal de l'usine et ça nous était pas arrivé depuis 2017. Et puis sur l'export, on fait 2,7 millions, 10% de moins que ces dernières années, donc là un peu une contre-performance. Sur l'usine, on tangente les 45 000 tonnes de nickel, c'était notre objectif, on est pénalisé par la teneur du minerai, comme sur l'export, je pense qu'on parlera après, c'est les problématiques d'accès à la ressource. Et un mot sur l'énergie. Cette année, grâce à notre centrale sur barge, on n'a pas eu de pertes liées à l'énergie. On a vendu à peu près 10% de notre production au réseau, à la distribution publique. Donc on aide le système électrique calédonien et on a, ça représente à peu près 10% de notre production, 90 gigawattheures. C'est quand même beaucoup. Et on a apporté 29 fois le service de délestage pour éviter les blackouts. Alors c'est un peu l'actualité de la semaine dernière, mais on contribue à la stabilité du réseau électrique calédonien. Même si dans certains cas c'est compliqué, on l'a bien compris. Dans certains cas, il y a des problèmes. Alors ça veut dire, au regard du bilan que vous dressez, que l'outil SLN fonctionne ? Voilà, l'outil fonctionne bien et surtout l'ensemble de mes collègues et l'ensemble de nos sous-traitants quotidiennement ont bien travaillé. Ils ont délivré les performances attendues. Beaucoup de records, on en a parlé. L'usine, encore une fois, au deuxième semestre, on est sur un fonctionnement à 122 mégawatts. C'est le 5e meilleur semestre en 20 ans. Donc c'est pas rien. Donc vraiment, je voulais dire un grand bravo à tous les collègues et remercier l'ensemble de nos salariés, l'ensemble de nos sous-traitants, parce qu'on a délivré les performances, mais c'était absolument nécessaire dans l'environnement très difficile que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'effondrement du marché. Alors l'environnement difficile, c'est l'effondrement du marché, c'est le coût de l'énergie, on le sait, pour la SLN qui est compliqué, parce qu'au vu de ces résultats, vous devriez ne pas avoir les problèmes de trésorerie que vous avez. À quelle échéance aujourd'hui vous êtes menacé très concrètement? Prony, on sait, c'était en courant janvier, peut-être fin janvier. Vous, SLN, la menace, elle est jusqu'à quand? Nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dans une situation absolument critique. Je rappelle que le marché s'est effondré. Le prix du ferro-nickel est passé d'à peu près 6,5 mi-octobre à 5,2 mi-décembre. En 2 mois, il a perdu 1,3 $ par livre. Pour les auditeurs, 1,3 $ par livre sur un an, pour une entreprise comme la SLN, c'est 130 millions, 15 milliards de francs de moins de revenus, donc c'est absolument colossal, c'est énorme. Donc c'est la crise qui se rajoute à la crise. Face à ça, on a pris un certain nombre de mesures d'économie, un plan d'économie, j'ai oublié de le mentionner, mais on a aussi délivré notre plan d'économie, c'est très important. Vous avez atteint vos objectifs? On a atteint nos objectifs en termes de plan d'économie, je pense qu'on les a même dépassés. On communiquera sur tous les aspects financiers fin février, puisqu'on est une filiale d'un groupe coté en bourse, donc tous les aspects financiers seront dévoilés plus tard, mais on a délivré. La problématique, c'est que même si on a toutes ces performances, compte tenu du prix de l'électricité, compte tenu de nos problèmes d'accès à la ressource, on reste en perte et en perte très significative. Et c'est pour ça qu'on a un besoin de changement de paradigme et c'est tout l'objet de l'accord qui est en cours de discussion. Alors on va évidemment revenir sur cet accord. Un mot sur l'accès à la ressource. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un dossier qui bouge selon vous ou est-ce que c'est le statu quo par rapport au mois précédent? Alors l'accès à la ressource, je rappelle pour les auditeurs, c'est le fait qu'on ne puisse pas accéder tranquillement, paisiblement et normalement à toutes nos mines. Donc pour la SLN en 2023, c'est la fermeture de Poum avec la perte des 300 emplois qui travaillaient là-bas. Donc c'est très douloureux. Il nous manque 850 000 tonnes pour l'export. C'est les difficultés sur Népuy. On travaille dans un mouchoir de poche. On a beaucoup de contraintes opérationnelles. Là, il nous manque 200 000 tonnes de minerais sur l'année. Et puis, c'est le fait qu'on puisse pas optimiser notre activité minière à cause de toutes ces contraintes. Et donc, on met du minerai à l'usine qui est moins bon. Et donc, je disais, on a tangenté le 45 000 tonnes. Mais si on a eu du bon minerai, on aurait pu faire plusieurs milliers de tonnes de plus. Donc, c'est ça l'accès à la ressource.
ressources. Donc c'est vraiment un problème grave, puisque ça nous impacte. J'avais cité le chiffre d'à peu près 6 milliards de francs d'impact de manque à gagner en 2023. Et ça, c'est vraiment dans les mains des Calédoniens, soit des autorités à travers les autorisations, soit, on va dire, plutôt des communautés au niveau sociétal. Donc, dans l'accord qui est proposé, je pense qu'il y a l'idée qu'il y a un changement de posture à cet égard. Le point important qui me semble à souligner, c'est qu'il y a eu des réunions avec la province Nord, entre la SLN et la province Nord. Qui ne se parlaient plus depuis quelques années. Non, pas du tout. On se parle tout à fait normalement, mais il y a des difficultés de compréhension et de trouver des accords. Mais la réunion qui a eu lieu début janvier, je le dis en toute transparence, une réunion qui a duré d'ailleurs très longtemps, plusieurs heures, qui a permis de mettre sur la table tous les sujets, y compris ceux qui fâchent, qui a permis de s'aligner sur les priorités, beaucoup d'écoute, très constructive. Donc on est plutôt assez satisfait. Il y a l'air d'avoir un changement de posture à notre égard. Et on espère maintenant que ça va se concrétiser dans des signatures d'arrêtés, notamment, et en particulier en ce qui concerne notre mine de Népouy, parce que Népouy, c'est une mine qui travaille pour l'usine de Dodiambo. Ça ne fait pas partie de l'accord qui est en discussion pour l'instant avec l'IGF, Si. Bercy et les autres industriels. Si. Dans l'accord qui est proposé, il est clairement indiqué que les collectivités publiques calédoniennes s'engagent, on va dire, à améliorer le cadre de travail pour les opérateurs. Et donc l'accès à la ressource en fait partie, c'est-à-dire délivrer les autorisations dans des délais raisonnables. Je rappelle que le code minier prévoit 6 mois pour délivrer une autorisation. Dans les faits, quand on regarde nos dossiers, on est sur 3 à 4 ans. Alors l'autre point important de cet accord sur le nickel qui est en discussion, et les industriels aussi reviennent régulièrement dessus, c'est le coût de l'énergie. Est-ce que là-dessus, il y a des choses qui commencent à se dessiner? Est-ce que ça fait partie des points sur lesquels vous allez discuter avec vos interlocuteurs cette semaine? Voilà, donc je rappelle, cet accord, pour nous, de notre point de vue, il change la donne puisqu'il vise à adresser les problèmes structurels de la Nouvelle-Calédonie, le coût de l'électricité, l'accès à la ressource, on va dire la stabilité du cadre juridique fiscal. Donc sur l'électricité, c'est l'État qui indique qu'il va investir dans le nouveau système, qu'à court terme, pendant 7 à 10 ans, il va subventionner l'électricité pour nous donner une électricité à un prix compétitif par rapport à, on va dire, à nos concurrents internationaux. Donc ça, c'est très positif. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est que le prix soit défini et que cet accord puisse être trouvé pour qu'on puisse avoir enfin cette électricité pas chère. Parce que, je rappelle, nous on paye $200 le mégawattheure en ordre de grandeur, quand nos concurrents chinois et indonésiens, ils sont plutôt aux alentours de 50. Jérôme Fabre, qu'on comprenne bien les négociations de cet accord, il va aboutir à quoi? Ça veut dire une fois que les industriels et l'État auront signé un accord, il va se passer quoi? Les usines seront sauvées financièrement, mais est-ce que, et c'est le deuxième volet finalement de ce que disait Bruno Le Maire, est-ce qu'un plan global de l'industrie minière et métallurgique en Calédonie va voir le jour? Cet accord donc, qui fixe le cadre dans lequel on va tous travailler, l'État, qui on a dit contribue très fortement sur la partie énergétique, les collectivités publiques calédoniennes, provinces, gouvernements, mais d'un autre côté aussi Congrès, puisqu'il y a des évolutions réglementaires ou législatives, qui seront les garants de cette stabilité juridique fiscale, et puis les opérateurs, on a des choses à faire. Donc chacun amène, on va dire, avec un certain nombre d'engagements ou de contributions pour offrir ce retour à l'équilibre. Et à partir du moment où il y a un retour à l'équilibre possible, ça change la donne dans la discussion financière. Aujourd'hui, le statu quo, si ça ne bouge pas, on ne va pas y arriver. Il y a un tel écart de compétitivité, et en plus dans un marché qui est en crise avec les Chinois et les Indonésiens, les 3 usines vont fermer. Donc il est absolument fondamental, mais on le dit tous au sein du CIM et du SEM, tous les collègues, qu'il y ait ce changement de paradigme, cet accord pour changer la donne des opérateurs et espérer sauver les usines calédoniennes. Mais est-ce que ça avance ? Nous, ce qu'on constate, c'est que ça avance, puisqu'on a reçu, il y a quelques jours, là, puisqu'il va y avoir les réunions dès demain, une V2. Donc maintenant, on est un petit peu dans Version 2. Voilà, on est un peu dans les mêmes séquences. Donc il y a le projet V2 qui intègre manifestement des compléments, des ajouts et des remarques du gouvernement et des provinces. Donc ça, c'est très positif, puisqu'ils se sont appropriés le document, qui était plutôt un document, on va dire, entre l'État et les industriels, qui ajoute des choses. Et on nous demande, là, dans l'ordre du jour, on va donc réagir, nous, sur ce projet d'accord V2. Il y a, je dirais, l'essentiel nous va, et puis il y a quand même des points à clarifier, et puis des points qui sont à ajouter, et puis peut-être des points qui posent problème. Donc on va vers une V3, on va dans ce système itératif de discussion qui risque... Donc on est quand même dans une discussion
dans une dynamique positive, puisqu'on avance. Je rappelle qu'il y a moins d'un mois, on se posait la question, est-ce que la province Nord sera autour de la table? Est-ce qu'il va y avoir une dynamique collective? La province Nord est autour de la table, elle a contribué au document, on les a vus début janvier, ça s'est bien passé, donc on est dans cette dynamique collective. Maintenant, le point d'inquiétude qu'on a, nous, au niveau des opérateurs privés, c'est le timing de tout ça, le calendrier. Voilà, parce que on revient à votre question. C'était ce qui avait été évoqué par Bruno Le Maire. Quel est l'horizon? Combien de temps on peut tenir? Donc nous, on fait tout pour tenir. Mais ça dépend beaucoup des prix, de combien on va produire, combien on va vendre, etc. Donc on parle en semaines. Il faut qu'on arrive à converger collectivement très rapidement. À propos de combien de temps on va tenir, vous avez décalé toujours les cotisations CAFAT. Il y a un certain nombre de dispositions que vous avez prises pour éviter justement d'aggraver la situation. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait évoqué et qui est très douloureux, mais on a dû prendre des mesures avec l'effondrement du marché qui est tellement énorme de fin d'année, du dernier trimestre. On a pris des mesures conservatoires d'économie interne et aussi de report de paiement, que ce soit sur la CAFAT ou sur les impôts et taxes. Et donc, effectivement, ça nous permet de tenir un peu. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible pour avoir le temps de cette négociation en espérant que ça converge rapidement. Sachant que ces sommes qui ne sont pas versées aujourd'hui, il faudra de toute façon les verser. Il faudra les rembourser, évidemment, une fois que notre avenir sera sécurisé. À l'intérieur de la SLN, au niveau du personnel, des syndicats, vous sentez encore de l'inquiétude? Vous communiquez avec eux? Beaucoup d'inquiétudes. C'est sûr que, en plus, avec cette baisse des prix très forte et soudaine, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a un peu un sentiment aussi, on fait beaucoup de performances. Nous-mêmes, avec nos sous-traitants, on délivre des performances, dans certains cas même exceptionnelles, des records historiques. Et finalement, tout ça est balayé par la baisse des prix. Donc ça peut paraître, comment dirais-je, difficile. Donc on essaie de motiver nos collègues. Donc on insiste vraiment sur cet aspect performance intrinsèque. Il y a de l'inquiétude. Donc on essaye de communiquer le plus possible pour rassurer. Nous, on a notre cap. Notre cap, je rappelle, c'est sécurité, production, parce que plus on produit, moins on perd d'argent, et puis faire des économies le plus possible. Donc c'est assez simple. Jérôme Fabre, est-ce que cette semaine est décisive? Vous pensez que les discussions qui vont avoir lieu vont vraiment enclencher ou non l'accord, et c'est un moment charnière probablement? Je pense qu'effectivement, on est à un point d'inflexion dans la gestion du nickel calédonien, où il faut qu'il y ait ce changement de paradigme et qu'on se remette tous autour d'une table avec des objectifs alignés. Si on reste désalignés, on ne va pas y arriver. Donc c'est ce qu'on souhaite. Jérôme Fabre, directeur général de la SLN, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.